il faut que vous ayez confiance en vous. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de créer du lien. Et ça marche dans la séduction, dans le business, en amitié. Et le meilleur moyen d'avoir confiance, et je vous dis, c'est débile, mais ça fonctionne. Hello à tous. Hello tout le monde. Notre ami Alexandre Cormon le Grand. Alexandre le Grand. Un peu plus petit que toi et je suis toujours rageux de ça, tu vois. Mais c'est pas grave. Je t'aime quand même, mon Aurel. Salut tout le monde. Option. Donc Alex Cormon, coach numéro 1 dans le Love pour démarrer. Bon, après, si tu veux, je te laisse te présenter en quelques phrases, Alex. Vas-y. Yes, merci Aurel. Comme tu as dit, en fait, j'ai démarré avec une activité un petit peu spéciale. Tout le monde me connaît, entre guillemets, comme Love Coach, coach en amour pour aider les personnes à trouver l'amour, sauver leur couple, traverser une rupture sentimentale. Et puis ensuite, je me suis développé aussi aux États-Unis. Donc, j'ai eu la chance d'ouvrir un cabinet de coaching aux États-Unis, au Brésil, en Espagne et là, dernièrement, en Italie et en Allemagne. Donc, je mentor aussi des coachs et des entrepreneurs sur le web, sur le niveau du mindset. Et c'est mon dada YouTube. J'essaie de mettre tout le monde sur YouTube, notamment vous. Je vous ai un petit peu embêté pour aller sur YouTube. Depuis des années. C'est toi qui nous as lancé sur YouTube. Hein. C'est clair. Faut pas le cacher. Non, mais voilà, c'est cool. Merci pour ça. Voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, c'est cool d'être avec vous ce soir et puis de répondre à vos questions aussi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est cool. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau, Alex? Écoute. Moi, j'ai vu qu'on m'avait envoyé des questions hyper passionnantes, hyper puissantes. Et ça m'a ramené à la fois à mes débuts, mais tu sais, en fait, on a toujours des problématiques de mindset, de productivité, comment retrouver le moral quand ça va pas, quand on passe par une période de moins bien, quand on est stressé. Donc, j'ai travaillé pas mal de petits concepts. On va commencer par parler de la routine et de la productivité. Ça, c'est quelque chose qui me définit énormément. Ensuite, on va parler de comment réussir, peut-être les ingrédients puissants pour pouvoir réussir. Le développement international de l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est intéressant parce que je me suis heurté à des problématiques. La motivation et en fait, les étapes du succès. Quels ont été mon succès, entre guillemets. Et puis, comment, en fait, vous aussi, vous allez pouvoir avoir des belles étapes pour votre succès, pour votre développement et pour atteindre tous vos objectifs. Donc, j'ai prévu pas mal de petits exercices. Et si vous me l'autorisez, Laura et Aurel, il y a un exercice, d'ailleurs, c'est le premier qu'on verra tout à l'heure. C'est un exercice qui a un suivi. Hâte de voir quel est ce petit exercice. Yes. On va mettre ça en place. Dans ce cas, Alex, on te laisse démarrer par tout ce qui est routine. Ouais, bien sûr. Un peu la routine, productivité. La routine matinale, ouais. La routine de l'entrepreneur pour rester au top, rester motivé. Avant de rentrer, tu vois, dans le détail de la manière dont je vis ma journée, parce que ça, c'est une question qui était revenue plusieurs fois de plusieurs personnes. Ça m'a fait sourire d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un petit peu le programme d'une journée type pour moi. Mais juste avant, je voulais revenir sur un principe que j'avais évoqué lors d'une conférence que je trouve très, très, très important. Les amis, est-ce que vous connaissez Robert Kiyosaki, donc l'auteur du livre Père riche, Père pauvre? Donc, en gros, c'est le bouquin de référence sur l'indépendance financière. C'est le premier bouquin qui te met une grosse claque sur le fait que il y a autre chose que le salariat. Et dans son bouquin aussi, il parle d'une règle. Donc, Robert Kiyosaki, c'est un peu le mentor de tout le monde en termes d'investissement et de mindset et de vision et de compréhension de ce qui se passe. En gros, comment on gère notre quotidien et notre vie. Et dans ce livre, en fait, il parle d'une règle qui dit « payez-vous en premier ». Et je comprenais pas toujours cette règle. Ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, ça veut dire l'idée que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu te payes en premier parce que cet argent-là, tu peux le réinvestir, faire une plus-value si tu l'investis intelligemment. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu peux faire grossir ton patrimoine. Mais moi, j'ai transformé ça aussi en une phrase pour le mindset et la productivité, c'est « travailler pour vous en premier ». Comment faire quand je suis dérangé par autre chose? Et quand j'ai reçu cette question, en fait, je me suis vu à mes débuts, quand tout le monde me disait que j'étais complètement dingue, que jamais j'allais pouvoir réussir. Tout le monde m'envoyait plein de messages, m'appelait tout le temps. Et en gros, je me sentais un peu en marge parce que je voulais rester concentré. Eh bien, j'ai trouvé en fait la solution, ça a été de travailler pour moi en premier, tout simplement. Donc, avant même de penser routine, productivité, je veux que vous gardiez en tête que votre projet, c'est la chose la plus importante et il va falloir le protéger. Et le meilleur moyen de le protéger, c'est sûrement de voir à quel moment justement vous êtes productif, à quel moment vous avez la capacité de passer à l'action. Du coup, je voulais rebondir aussi sur ce que vous transmettez parce que ça faisait partie de la question. J'ai tendance à être dérangé par autre chose. En fait, il faut bien que vous conditionnez votre cerveau à ça, c'est plus possible. C'est en fait très important quand vous voulez développer votre activité, quand vous voulez vivre vos rêves. Moi, j'emploie le terme souvent d'écrire sa légende. L'objectif, c'est quoi? C'est de rester aligné avec ses envies, ses besoins
et pas forcément de faire plaisir aux autres, entre guillemets. Son téléphone, on le met de côté, en fait. Moi, je suis pas dérangé, en fait. C'est impossible. Donc, il faut partir de ce principe-là et il faut pas se dire, comme je faisais moi à mes débuts, j'attendrai d'avoir du succès pour après mettre les bonnes habitudes en place. En fait, ça commence dès maintenant. Alors, peut-être que les gens vont vous prendre pour un peu quelqu'un de fou. Mais en gros, premier conseil, c'est travailler pour vous en premier. Le deuxième conseil que j'avais envie de vous transmettre, c'est un exercice que moi, je réalise tous les soirs. Tous les soirs, avant de m'endormir, je prends 5 petites minutes pour fermer les yeux et visualiser ma journée du lendemain. Et ça, je pense que c'est une grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à être concentré sur les événements qui nous arrivent. Donc, on est perturbé, on est dérangé. Alors que si vous prenez le temps ce soir de fermer les yeux et de visualiser votre journée du lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de mauvaise surprise, il n'y aura pas d'appréhension, il y aura une énorme productivité. Et en fait, vous allez envoyer un message à votre cerveau qui va vous mettre tout de suite dans la phase de passage à l'action. Donc, autant vous dire que ces 2 premiers conseils, ils sont simplistes et tous les conseils que je vais vous transmettre, ils sont simples parce que il n'y a pas une recette miracle pour avoir du succès, pour devenir millionnaire, X ou Y. Donc, c'est vraiment une meilleure compréhension de sa personne qui compte. Donc, retenez bien, moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est de noter. Je veux absolument que vous travaillez pour vous en premier. Et le deuxième point, c'est de commencer à visualiser et de regarder votre journée. Et donc, le conseil que moi, je peux vous donner pour structurer et avoir de la productivité. D'ailleurs, je sais pas si Aurèle et Laura, vous avez la même habitude, mais pour moi, ça va être de structurer ma journée heure par heure, mais vraiment à la minute près. Donc là, je sais que je suis avec vous pendant 1h30 et puis ensuite, je vais avoir un coaching et puis ensuite, je vais avoir une réunion, etc., etc. Mais heure par heure, je sais ce que j'ai à faire. Ce qui me permet à mon cerveau, à mon inconscient, de ne pas chercher à divaguer, de ne pas trouver d'excuses, de pas finalement se laisser avoir par le quotidien, parce que je sais que sinon, il y a beaucoup de choses qui vont nous déranger et il y a beaucoup de personnes qui vont nous contacter alors qu'on devrait être justement focus. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 grands points quand je parle de productivité et de routine. On se réveille, on travaille pour soi en priorité. Donc ça veut peut-être dire que votre conjoint ou votre conjointe devra s'occuper des enfants, devra peut-être s'occuper de la maison et vous allez rester focus parce que par la suite, ça veut dire que vous allez gagner en productivité et puis vous pourrez faire ce que vous voulez parce que vous aurez déjà fait les tâches importantes de votre journée, de votre mission. Très important de travailler en premier, donc démarrer sa journée par soi-même. Donc si on est employé, ça implique quoi? Ça implique de se lever avant son emploi et avant de travailler pour son patron, on travaille pour son projet, par exemple e-commerce, ou des projets qu'on a dans nos objectifs de l'année. Et ça implique aussi de se payer en premier. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit des fonds, tout de suite, on met au moins 10%, je pense que ça peut rien d'être un grand minimum sur un compte différent que sur le compte courant. Et comme ça, on travaille en premier, on se paye en premier. Et après, comme l'a dit Alex aussi, ça c'est quelque chose qu'on utilise également. En fait, avant de visionner notre journée du lendemain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la planifie, tout simplement. C'est que tous les jours, la dernière tâche de la journée, c'est quoi? Avant de fermer le PC, c'est de planifier sa journée du lendemain. Et comme ça, on peut tout de suite lire, en tout cas, voir directement sur notre... Nous utilise Google Agenda, en fait, Google Calendar. Et ça permet de voir directement notre journée du lendemain. Et puis, en fait, on la visionne parce qu'elle est là sous nos yeux, en fait. Du coup, on va se coucher là-dessus. Et le lendemain, on sait ce qui va se passer sur la journée. Voilà. Et puis nous, ce qu'on fait, en tout cas moi, je fais pas heure par heure, mais je pourrais parce que tout simplement, je planifie ma journée du lendemain et je mets les tâches prioritaires en premier, à gros argent en premier. Et en fait, je vais par exemple faire une liste de 6 tâches et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais dans quelle ordre je dois les faire et je sais que je vais pas dormir tant que c'est pas fait. Dernier conseil sur cette partie-là, c'est vraiment se planifier des séances, des sessions de deep work. C'est-à-dire que pour moi, il faudra au moins une grand minimum et idéalement 2 le matin et 1 l'après-midi. C'est-à-dire 2 à 3 sessions de deep work par jour. Session de deep work, c'est quoi? C'est que le téléphone, on le met en mode avion, on le retourne, toutes les notifications sur le PC, tout est coupé. Et pendant cette session de deep work, on fait qu'une seule tâche. Si c'est une tâche qui nous prend 30 minutes, on a 30 minutes de deep work, c'est 1h30, c'est 1h30. On déconnecte pas le PC tant qu'on n'a pas fini cette tâche-là. C'est très important, c'est ça qui va vous faire avancer dans l'avancement de vos projets. C'est hyper puissant ce que vous transmettez en fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est le pouvoir des petites habitudes. Et Aurèle, ça me fait vraiment écho avec une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Charline. C'était il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, elle s'appelle Madame Charisme, si vous allez voir sur YouTube. Mais il y a 4-5 ans, quand elle a démarré, en fait, elle est rentrée dans mon programme de formation. Elle était salariée. Elle embauchait à 8 heures, mais elle arrivait au bureau à 6h30. Donc, en fait, c'est son compagnon qui gérait leur fille le matin et elle gérait leur fille le soir.
mais pendant 1 heure et demie, le deep work qu'elle faisait à son bureau avant que le bureau ouvre, eh bien, en fait, ça lui a permis au bout d'1 an de pouvoir quitter son job de salarié et puis de lancer son entreprise et de développer quelque chose qui lui ressemble. Donc, c'est vraiment très important, je pense, de faire les choses en priorité parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, mais on est pris par le tourbillon de la vie. Ensuite, on va au boulot et on revient le soir, on est claqué. On essaye à 22 heures de se projeter sur son projet, mais à 22 heures entre une série Netflix et franchement, on pourrait pas vous blâmer parce que c'est pas facile. À 22 heures, on a juste envie de se vider la tête. On n'a pas envie de reprendre le projet en main. Alors que si on commence par ça, on sait que dans notre journée, on a fait la mission la plus importante. Et là, ça fait écho à ce que Laura transmettait. La mission gros argent, la mission la plus importante, ça doit être fait directement. Et après, notre journée, elle peut avoir un tournant différent, mais au moins, vous savez que vous avez fait le plus dur le matin et donc vous êtes plus ou moins tranquille pour la suite. Ça, je pense que c'est important. Peut-être que les gens vont vous critiquer, mais ça, peu importe. C'est dès maintenant qu'il faut poser les bonnes habitudes. Donc, le téléphone en mode avion, ça, c'est obligatoire. Prévenir les gens en disant, écoute, je vais rentrer dans une session de deep work, donc je veux pas qu'on me dérange. Il y a aussi des outils, alors moi, je les connais pas parce que j'ai réussi à faire sans, mais en gros, on coupe Internet sur son ordinateur si vous n'avez pas besoin d'Internet pour faire une mission. Je pense à quelqu'un qui doit écrire un bouquin. Bon, en fait, le but, c'est de pas aller sur Instagram ou Facebook parce qu'après, c'est fini, quoi. Donc voilà, de couper l'Internet. Et le dernier point, c'est le point, en fait, où il faut pas, je crois que c'est le point numéro 1. C'est apprendre à dire non aux personnes qui sont autour de nous. Par exemple, il y a des personnes qui vont vous dire, mais parce que si on bosse de la maison sur notre projet, on sait très bien ce qui se passe. Les gens pensent qu'on ne bosse pas. Est-ce que tu peux aller faire les courses? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Là, vous devez apprendre à dire non. Et le meilleur moyen de dire non sans culpabiliser, c'est d'avoir en fait une forme de justification. C'est-à-dire, écoute, là aujourd'hui, je peux pas, je dois faire ci, je dois faire ça. Et d'expliquer en fait pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire ou vous ne pouvez pas le faire. Quand vous vous expliquez, à un moment donné, vous avez fait ce que vous avez à faire. Donc pour vous personnellement, il y aura moins de phases de culpabilisation. Ça, c'est un élément qui est très important et que vous pouvez noter aussi de votre côté. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à dire non parce que on peut vous donner toutes les routines, mais si vous dites oui à toutes les fois où on va vous déranger, entre guillemets, en fait, votre projet, il va jamais avancer, malheureusement. Sur l'organisation au niveau de ma journée, moi, ce que j'ai noté, c'est que je commence toujours, je suis aux États-Unis, donc j'ai 6 heures de moins que la France. Donc, quand je me réveille aux alentours de 6h30, 7h, il est 12h30, 13h en France. La première chose que je vais faire, c'est que je vais gérer des urgences parce que j'ai une équipe en France de 30 collaborateurs. Donc, il faut absolument que je sois présent, que je puisse gérer les problèmes, que je puisse quand même tout de suite être proactif et réactif. Une fois que j'ai fait ça pendant, on va dire, une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, là, je vais enchaîner avec la mission la plus importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire de plus important pour faire passer mon business au niveau supérieur? Donc, ça rejoint exactement ce que Laura disait sur la mission gros argent. Et ensuite, après ça, par exemple, je dois écrire un bouquin, je dois programmer des vidéos, je dois réaliser un webinaire, etc. Et ensuite, des séances de deep work de 3 à 4 heures de coaching que je vais enchaîner. En fait, je les enchaîne parce que je me mets dans un mindset où, voilà, je sais que j'ai tant de séances de coaching à réaliser. Donc, j'y vais, je fonce et je les mets les unes à la suite des autres. Pourquoi? Ça, c'est un conseil d'un gars qui est pas forcément très connu en France, mais très connu aux États-Unis, qui s'appelle Evan Carmichael. En fait, Evan Carmichael, c'est le premier à avoir démocratisé des vidéos où il prend des extraits de speech ou d'entrepreneurs reconnus et en fait, il met dans une vidéo. En France, on aurait Sonny Cort, donc qui fait un peu le même style de vidéo. Et donc, en fait, il donnait un conseil. Un jour, j'ai fait une interview de lui et il me dit qu'il met tous ses podcasts le jeudi. Donc, en gros, toutes les interviews ou tous les podcasts le jeudi. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, parce que si je fais un podcast dans ma journée, après, je suis lessivé. Donc, je préfère en faire 10 d'un coup. Et je sais que le jeudi, c'est ma journée où je vais vraiment enchaîner pour pas avoir de podcast ou de vidéo ou de coaching ou X ou Y à faire le lundi, le mardi, le mercredi. Donc, en d'autres termes, pour essayer d'être un peu plus peut-être compréhensible pour vous, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous étudiez quelles sont les missions qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et une fois que vous les avez réalisées, vous pouvez rien faire d'autre. Parce que moi, si je fais par exemple un webinaire ou si je vais faire un coaching, derrière, c'est très difficile de réenchaîner sur, je sais pas, la création d'un post pour Instagram ou la gestion d'une réunion parce que mon énergie, elle est basse. Et là, je vous invite à vraiment observer. Donc, c'est le premier exercice que je voulais vous transmettre. C'est en fait de pouvoir observer chaque jour quelles sont les actions que vous faites et d'y mettre une note. Est-ce que vous êtes productif sur une note de 1 à 10? Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir réorganiser les missions. Par exemple, je sais que moi, je fais du sport toujours juste avant de prendre ma pause déj parce que du coup, derrière,
j'ai pas le creux de la sieste entre guillemets ou après la pause déj, on n'est pas bien à midi. Quand je me suis aperçu de ça, ça a changé directement ma productivité, mais immédiatement. Mais en gros, l'objectif, c'est de noter ce que vous faites et de vous demander est-ce que je suis productif sur une note de 1 à 10. Et là, vous allez pouvoir réorganiser votre journée en fonction de votre personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui sont lève-tôt, qui vont se lever à 4h30, 5h comme j'ai pu le faire. Et à côté de ça, il y a des personnes qui préfèrent peut-être avoir de l'inspiration plutôt le soir pour écrire leur bouquin ou je ne sais quoi. Donc, apprenez à vous connaître. Ça, c'est une règle qui est extrêmement importante. En fait, je me suis aperçu que moi, j'avais une grosse problématique. C'était que j'étais très productif jusqu'à midi, 13h. Ensuite, je me faisais une pause déjeuner et l'après-midi, j'étais ras des pâquerettes, très faible en énergie et finalement dans une incapacité de vraiment avoir atteint mes objectifs. Tu vois, tout à l'heure, Aurel, moi, je suis 100% avec ta vision d'avoir 2 sessions de deep work le matin, une l'après-midi. À cette époque-là, j'en avais 0 l'après-midi. Et quand tu grossis, quand ton activité ou même quand tu veux percer, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir une journée qui va être sur 5-6 heures seulement, d'une certaine façon. Le fait de faire du sport avant ma pause déjeuner m'a fait manger un peu moins et surtout m'a fait rester en énergie. Donc, je vis ma matinée et vers 11h, 11h30, je pars au sport. 13h, je mange. 13h45, 14h, je réattaque direct parce que je suis dans une énergie qui est haute. Et ça, je l'ai appris en apprenant à me connaître, en fait. En regardant, OK, dans ma journée, à quel moment je suis mauvais, tout simplement. J'étais mauvais post-déjeuner. Quand je suis parti aux États-Unis, franchement, ça a été un coup de folie. Coup de folie dans le sens où, en fait, j'étais numéro 1 sur mon marché francophone, mais c'était encore récent. On parle de ça en 2015-2016. C'était pas le business en ligne qui peut exister aujourd'hui. C'était pas aussi démocratisé. Et je pars en vacances à Miami et je me dis, mais c'est exactement ici que j'ai envie de vivre. C'est la ville qui est faite pour moi. Et donc, je décide en fait d'obtenir un visa. Donc, ça m'a pris 1 an pour avoir un visa entrepreneur investisseur. Il a fallu que je prenne un bureau, il a fallu que je prenne une équipe, il a fallu qu'on développe des sites internet, qu'on prouve qu'on était capable de créer un projet qui avait de la vitalité, qui pouvait vivre. Je parlais pas anglais, donc je me suis retrouvé tout seul quand même dans un pays où je parlais pas la langue. Ça a été difficile. Et j'ai rencontré ma femme, qui est devenue aujourd'hui ma femme, sur une application de rencontre, Appen. Et j'utilisais Google Translate en fait pour parler avec elle. Donc elle est américaine. Ça m'a pris 2 ans pour avoir des bonnes conversations. Aujourd'hui, je suis entre guillemets bilingue, mais si tu regardes mes vidéos en anglais, tu verras que j'ai un gros accent, j'ai pas encore tout le vocabulaire. En immersion, il faut une bonne année pour apprendre. Et puis sinon, je vous dirais donc moi ce que j'ai fait, même en étant aux États-Unis, c'est que j'ai pris des coachs entre guillemets, donc des professeurs en ligne sur des sites. Et puis je parlais en anglais parce que même si je suis aux États-Unis, je passe quand même 7 à 8 heures à parler français avec mes activités, mes équipes. Donc je parle beaucoup français quoi. Donc voilà un petit peu pour l'évolution de mon anglais quoi. Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en place des habitudes. Et du coup, on peut prendre l'exemple de l'anglais, puisque en fait, l'anglais, nous également, on est en train d'apprendre. Et comme on voyage pas mal dans des pays anglophones, c'est utile de se perfectionner. Alors, bon, on sait parler, mais on n'a pas encore loin de là le niveau de Alex. Le but, c'est qu'on le rattrape et qu'on le dépasse. Voilà. Il y a encore du boulot parce que nous, on n'a pas de. Notre conjoint n'est pas américain. Nous, on se parle français, donc c'est compliqué. Faudrait que tu me parles en anglais. Non, mais du coup, ça pour dire qu'en fait, va falloir se mettre en place des habitudes. Et comment, parce que je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose, c'est comment tenir ces habitudes, comment tenir les bonnes résolutions. Voilà, on est janvier, c'est passé, on est en février. Je suis sûr que les 3/4 des habitudes qu'on a mis en place en janvier, on les a déjà perdues. Alors, comment faire ça? Moi, personnellement, comment je fais à chaque fois que je veux instaurer une nouvelle habitude? Ce que je vais faire, c'est que je vais la rétrécir la plus courte possible. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'anglais, déjà, pour moi, une habitude, si on veut la tenir, il faut la faire 7 jours sur 7. Moi, j'ai déjà essayé de faire 5 jours sur 7 et me laisser le week-end, ou 6 jours sur 7. Le lundi, tu reprends jamais. Lundi, donc, pour moi, l'habitude, c'est 7 jours sur 7, sinon c'est mort. Après, voilà, c'est pour moi. Et derrière, au début, vraiment, voilà, la rétrécir le plus court possible. Donc, admettons 5 minutes, parce que 5 heures, c'est compliqué. 5 minutes d'anglais, par exemple, par jour. Donc, soit tu lis une vidéo, soit tu lis un article en anglais, soit tu prends un cours, un podcast en anglais, un cours. Enfin, peu importe. Et tu vois, ton objectif sera de se faire minimum 5 minutes par jour d'anglais. Et quand, je sais pas, mettons au bout de 2 semaines, ou si tu arrives à faire ça 2 semaines d'affilée,
bah là, tu peux doubler le temps ou mettre 10 minutes ou mettre 15 minutes. Et là, petit à petit, en fait, on vient augmenter ce temps-là. Et en fait, tu auras ancré ton cerveau à avoir cette habitude-là. En fait, c'est comme le brossage de dents, c'est exactement pareil. Et après, en fait, on va pouvoir l'avoir en habitude. En fait, le plus dur, c'est vraiment à chaque fois de se lancer dans la tâche. Le sport, c'est pareil. Le plus dur, c'est de mettre ses habits de sport et d'aller à la salle. Une fois qu'on est à la salle, on est content. Ou courir, c'est exactement la même chose. Du coup, au départ, en fait, tu vas te forcer à y aller que 5 minutes. Et en fait, le plus dur, c'est mettre ses habits de sport. Du coup, finalement, une fois que tu es à la salle, tu vas pas y être pour 5 minutes, tu vas rester plus longtemps. Donc, c'est un peu le petit hack que j'utilise, moi, pour instaurer des habitudes. Et bien sûr, au départ, si on n'a pas l'habitude d'avoir des habitudes, c'est de ne pas se planifier trop d'habitudes, en fait. Pour moi, pour démarrer, peut-être 3 à 5 habitudes, c'est déjà pas mal. Et ensuite, voilà, une fois que ces habitudes-là seront déjà bien ancrées, on pourra rajouter la liste, en fait. C'est pareil que ce qu'on fait du coup avec notre équipe. Quand on veut mettre du changement chez eux, on va éviter de leur mettre 50 changements d'un coup. On va peut-être en mettre 2 la première semaine. Si la deuxième semaine c'est ok, on va en rajouter. Si c'est pas ok, on laisse les 2 jusqu'à temps qu'ils prennent l'habitude de bien le faire. Ça sert à rien de dégoûter les gens en fait. Il faut qu'ils acceptent pour ensuite en rajouter. Alexandre, comment faire pour la timidité? Quel exercice à faire? Je vais relancer avec l'entrepreneuriat. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi un des points. Dans le deuxième point que j'avais préparé, c'était comment réussir. En fait, les amis, on peut pas réussir si on se cache. On peut pas réussir si on a peur et qu'on n'a pas confiance en soi. Et on peut pas réussir si on n'apprend pas à se vendre. Je sais que dit comme ça fait bizarre parce qu'on associe la vente à de l'arnaque. C'est pas le cas aujourd'hui. Sur Internet, vous pouvez proposer des contenus de très, très grande qualité. Mais voilà, il faut bien vivre, il faut bien se payer le toit sur notre tête, etc. Donc, il faut pas avoir honte de se lâcher. Donc là, pour répondre à cette question, en fait, c'est qu'on se fait un sang d'encre. On a tendance à imaginer une situation négative, ce qui fait qu'on va rester dans notre timidité. Si on prend le cas de la séduction, ce serait, voilà, si j'aborde cette femme, je vais me prendre un râteau. Dans le business, ce serait, si je fais ça, on va se moquer de moi. Et donc, on a toujours cette fausse appréhension, cette fausse négativité qui est dans notre esprit. Donc, l'objectif pour vaincre la timidité, c'est de déconstruire justement cette grande étape qui nous fait peur. Et je rejoins justement, Aurel, c'est ce que tu disais juste avant. On a tendance à se fixer des gros objectifs qui nous font peur. Du coup, ça annihile notre comportement et on reste au même point. Au lieu de viser, par exemple, si tu vois une belle femme qui te plaît, tu dis je veux prendre son numéro, c'est trop. Il faudrait que tu te dises déjà, je vais en faire une pote. Je vais être dans une complicité. Je vais juste lui parler. Et là, il y a moins de timidité parce qu'il y a moins d'enjeux. Sur le business, si on se dit, par exemple, voilà, il faut que je fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'on démarre, on va se mettre une telle pression sur les épaules qu'on va jamais rien sortir. Donc, concrètement, ça signifie quoi la timidité ou l'esprit de savoir vendre? C'est de revenir à de la connexion à l'être humain. C'est tout. Vous devez faire naître des bonnes émotions aux autres. Mais il faut que vous assumiez ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Et le meilleur moyen d'avoir confiance, moi, l'exercice que j'ai fait, et je vous dis, c'est débile, mais ça fonctionne, c'est de lister mes qualités. Qu'est-ce qui fait qu'on m'aime? Et croyez-moi, j'avais du mal, donc je suis parti demander à mes potes et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens m'apprécient en fait? Et donc, on vous donne vos qualités. Avec ça, vous pouvez plus être timide derrière. Vous savez que c'est la seule chose que vous avez à faire, c'est de créer du lien. Et ça marche dans la séduction, dans le business, en amitié, dans tous les domaines, c'est hyper important. Justement, moi, ça me fait penser à une entrepreneur qu'on a accompagnée dans son business qui avait pas confiance en elle, je vais vous dire, qui faisait aux alentours de 8-10 000 euros par mois. En vainquant sa timidité, en créant sa chaîne YouTube, en avançant, elle est passée plutôt de l'ordre de 30 à 50 000 euros par mois. Donc voilà, juste parce que du jour au lendemain, elle s'est dit, bon allez, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me mette en avant à l'affiche, il faut que j'ai peur mais j'y vais quoi en fait. Je pense que c'est un lien aussi avec les personnes à qui on va fréquenter. Parce que si on fréquente des gens qui sont négatifs et que du coup, malgré eux, ils vont pousser vers le bas, en tout cas ils vont pousser un peu l'ambiance, un peu pousser… Ils vont casser l'ambiance, ouais, ils vont casser le mood. On ira moins de l'avant à cause de ces gens-là. Donc peut-être des fois… c'est l'entourage qui compte, ouais. Très important, c'est peut-être de parler de nos projets à ces gens-là et plutôt de réserver les personnes plutôt du temps aux personnes aux personnes qui vont justement vous dire c'est bon en fait tu peux le faire. On a eu un cas avec un coaché où il était associé, mais en fait ils n'avaient pas le même objectif et surtout il y en avait un qui était super négatif et l'autre positif et en fait finalement ça n'a jamais fonctionné. Ouais, c'est pas comme le yang.
Et en fait, finalement, la personne positive, elle a fini par se débarrasser de la personne un peu négative et se lancer tout seul. En fait. Et continuer son projet tout et seul. Là, ça a marché. Mais tant qu'elle était avec cette personne-là, bah, ça fonctionnait pas. Malgré que ce soit un copain d'enfance, etc., etc. Ouais, ça, c'est super important. Ce que vous dites là, c'est la base, quoi. Il y a une question qui est arrivée qui est, je trouve, juste aussi très importante. Comment réussir à vendre à coup sûr? Parce que ça, c'est le nerf de la guerre, les amis. On peut pas aujourd'hui se développer en restant caché. Et ça a été mon cas au début, en fait. Donc, je sais qu'on a tendance à vouloir se mettre un petit peu de côté. On veut pas braquer, on veut pas faire en sorte que les gens pensent encore une fois qu'on est des arnaqueurs. Il y a deux choses que j'ai envie de vous transmettre. Si c'est pas vous qui le faites avec le cœur que vous allez mettre dans votre produit, ça va être quelqu'un qui en a rien à faire des autres et qui veut juste faire de l'argent. Sur Internet, ça pullule de marketeurs, si on peut les appeler comme ça, de personnes qui ont vraiment pas forcément de bonnes notions, de bonne volonté. Donc, il faut que vous y alliez parce que vous avez votre place à prendre. Le deuxième point, en fait, c'est que quand on veut réussir à vendre, qui est l'outil numéro 1 pour réussir, c'est de comprendre qu'il y a les besoins conscients et les besoins inconscients. Par exemple, si on est dans la perte de poids, une personne qui vient vous voir pour perdre du poids, c'est un besoin conscient. Mais pour réussir à vendre, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu veux perdre du poids pour apprécier ton image dans le miroir? Est-ce que c'est pour sauver ton couple parce que la libido en ce moment, elle est raplapla? Est-ce que c'est perdre de poids tout simplement parce que ta santé? Parce qu'en réalité, tu veux être en bonne santé, tu veux vivre plus longtemps. Plus vous allez chercher les besoins inconscients que la personne ne connaît peut-être pas encore, et plus tout de suite, vous allez réussir finalement à créer une connexion émotionnelle. Et je sais pas, Laura et Aurel, ce que vous pensez, mais pour moi, la connexion émotionnelle, c'est ce qui déclenche la vente sans même vendre, en fait, sans venir de devenir le marchand de tapis. Mais vous allez vendre parce que les gens, ils vous font confiance et vous les avez compris mieux que personne. Le marketing, c'est de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vente derrière. Ouais. Et c'est pour ça qu'on passe du temps à faire un beau branding, à faire une storytelling. Le plus important, c'est que déclencher une émotion chez notre prospect pour qu'il devienne client. En fait. S'il n'y a pas d'émotion derrière, il n'y a pas de raison finalement à venir acheter. Pour faire le rapport, par exemple, on a encore la semaine dernière sur l'e-commerce, quand on fait un jeu concours, je rentre dans un cas précis, quelqu'un qui devait contacter tout le monde qui a commenté son jeu concours m'a dit « Ah non, j'avais peur justement d'embêter les gens, etc. » Voilà, si tu veux lancer ta marque, il faut te faire connaître, donc il faut pas avoir peur justement de les contacter. Il faut vaincre la timidité, il faut pas avoir peur de les arnaquer parce que tu sais que si c'est pas toi, ça sera un autre et que toi tu le fais bien puisque ton produit tu vas le livrer rapidement, tu vas contrôler sa qualité. À aucun moment tu dois avoir peur ni honte de ce que tu fais, il faut y aller à fond, c'est tout. Si l'action répond à tes objectifs pour atteindre ton objectif financier, ton objectif personnel ou de liberté, il faut y aller, il faut le faire, faut pas avoir peur. Penses-tu qu'aujourd'hui, pour réussir à vendre sur les réseaux sociaux, il faut forcément montrer son visage? Donc là, on parle d'une marque e-commerce, je pense. Sur certaines marques, nous, on préconise, ça dépend de l'angle marketing ou l'angle d'approche, en tout cas, de notre marque. Mais des fois, c'est vrai qu'il est intéressant de montrer la créatrice ou le créateur parce qu'on veut humaniser la marque. Mais après, pour certaines autres marques, pour moi, c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que les gens, de nos jours, ils ont tendance à plus fédérer une marque, en tout cas une marque humaine, où on voit l'équipe, tout ça, que juste un nom et un logo, en fait. C'est plus humain. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Alex. Écoute, je pense que tu as merveilleusement bien répondu parce que aujourd'hui, est-ce que c'est indispensable? La réponse est non. On peut très bien faire, déjà sur YouTube aussi, on connaît tous les trois maintenant, des personnes qui d'une certaine façon, se développent sans montrer leur visage. Moi, je pars du principe que c'est peut-être plus rapide et plus facile aussi de convertir quand on voit le visage de la personne parce qu'il y a une connexion humaine, émotionnelle qui se crée. Maintenant, c'est pas indispensable. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de votre personnalité. Si c'est un blocage personnel en vous disant oui, mais j'ai pas envie qu'on me voie, oui, mais je me sens pas à la hauteur, je travaillerai dessus parce que je trouve que se mettre en avant, même dans l'e-commerce, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose, comme tu le disais, quand on voit la créatrice ou le créateur, on se dit waouh, ça donne envie, ça donne envie de lui faire confiance, ça donne envie de le ou la soutenir. Donc, je juge que c'est quand même important de se mettre en avant aujourd'hui, surtout avec tout le côté influenceur qui continue de grandir. On est absorbé par ça, donc je crois que c'est important. Quand tu arrives à un niveau tel que tu es, là, tu veux encore grossir, tu veux être le Tony Robbins de l'amour, etc. Finalement, tu fais plus ça pour l'argent, parce que je suppose que l'argent, il y en a, le matelas, il est assez haut. Ouais, je pense que tu as déplacé le plafond. Qu'est-ce qui te drive comme ça pour être motivé jour après jour? Écoute, l'argent, c'est pas que ça m'a jamais vraiment motivé.
C'est juste que tu es obligé de le fixer comme un objectif, tu vois. Tu es obligé, je sais pas si c'est un peu de l'ego ou pas, tu vas pas te comparer aux autres, mais tu te dis, OK, bah, si cette personne-là, elle fait ça, moi aussi, j'aimerais bien le faire. En fait, au bout d'un moment, c'est du challenge. C'est un peu comme un jeu vidéo. Tu as envie de voir jusqu'où tu peux aller, tu as envie de voir combien. Le level au-dessus, c'est la gamification. Ouais. Exactement. Et moi, je fais un métier aussi très humain. Donc, tu sais, le nombre de personnes que j'ai croisées et qui m'ont dit, t'as changé ma vie. Moi, c'est un truc de dingue. Et ça a été le plus beau jour de ma vie parce qu'un jour, j'étais avec ma mère et il y a une personne qui est venue qui lui a dit, votre fils, il a changé ma vie. Et là, j'étais l'homme le plus heureux du monde, en fait. Donc, ça, c'est pas trop de l'ego, mais je dirais plutôt de la fierté de savoir que tu impactes la vie des gens aussi. La gratitude aussi. Bien sûr, on a tous envie de changer le monde, on a tous envie d'avoir une vie meilleure et aussi d'aider les autres d'une certaine façon. On a tous envie de vous dire, les amis, lancez-vous parce qu'Internet, c'est un truc de dingue. Je viens d'un milieu quand même défavorisé. Je parle pas trop de mon passé, mais voilà, je viens d'un milieu défavorisé. J'ai perdu mon père, ça m'a mis une claque. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui me lancer. Et je vis aux États-Unis, je vis à Miami. C'est une ville ou un pays quand même où il faut avoir les reins solides pour exister. Tout est possible. Alex, par exemple, toi, quand tu es sur YouTube, tu es le personnage coach, peut-être, et dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es le même personnage ou alors est-ce que tu es quelqu'un de différent? Ouais, je vais pas mentir, il y a quand même une différence. Même si vous regardez le live qu'on fait là ensemble et mes vidéos, vous allez voir une différence de personnalité parce que la vidéo, il y a un côté sérieux, professionnel. Et là, ici, en t-shirt. Voilà, mais c'est vrai. Comment tu as réussi à te développer en te différenciant des autres coachs? Et ben en fait, je suis arrivé sur le marché avec un costume, une cravate. Donc du coup, je l'ai lâché au fur et à mesure, tu vois, d'un certain temps, mais je suis arrivé avec un personal branding. Je suis arrivé en mode non mais l'amour c'est sérieux, le coaching c'est sérieux. Moi, je vais vous apprendre la vie les amis. Et en fait, j'avais 22, 23 ans, hein, j'étais très jeune encore quand je suis arrivé sur le marché. Il y a une différence de personnalité, mais il faut savoir dissocier l'image du public et l'intimité avec les amis, avec la famille autour de nous. Par contre, Bianca, c'est pas un effort. C'est-à-dire que ça doit devenir naturel pour toi de te dire, je suis moi, en fait. Le véritable point, c'est que c'est très difficile d'être soi-même devant la caméra, en société, en ligne, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de décevoir. Et donc, c'est ça, l'apprentissage, c'est comment se faire confiance, en fait. Pour pas jouer un rôle, mais pour rayonner, pour être 100% soi-même. Ça, c'est un point qui est essentiel. Après, bien sûr, il faut du branding, il faut créer des émotions. Et je vous le dis, si j'étais pas rentré en costume cravate, je suis pas sûr que j'aurais eu le succès que j'ai eu. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire des vidéos en t-shirt parce que j'ai déjà une assise, une notoriété. Mais je l'ai vu dernièrement, mes vues de vidéos ont diminué parce que je suis en t-shirt. Aux États-Unis, j'ai attaqué le marché en étant en t-shirt. C'était une très mauvaise idée. J'ai cru que j'étais Alex Cormon, que je pouvais tout réussir. Non, je suis repassé sur un branding beaucoup plus pro. Donc, le branding, c'est super important. Je rejoins Laura à 200% là-dessus. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait dans l'e-commerce, c'est-à-dire on s'installe dans une niche un peu universelle, voilà, des produits mainstream qu'on peut trouver un peu partout, etc. Mais derrière, on vient faire un branding assez puissant qui se démarque de tous nos autres concurrents. Et c'est comme ça qu'on vient pénétrer le marché et qu'on prend des parts du marché, jusqu'à prendre le leadership comme il a fait Alex. Quand on apparaît en ligne, bien sûr qu'il faut faire attention à son image, puisque en fait, il faut faire attention à comment est perçue son image. La communication, c'est super important. Tu peux pas dire et faire n'importe quoi et espérer que derrière ça fonctionne. Non, il faut toujours faire attention à ce que tu dis, aussi à aider les autres, parce que c'est quand même dans les métiers qu'on fait, c'est des métiers où on aide les autres du coup à se lancer, qu'on les aide dans l'amour. Il faut faire attention parce que derrière il y a quand même des choses en jeu. Je vais pas venir en pantoufle vous coacher, ça voudrait dire que je vous prends pas au sérieux. Alors que non. Est-ce que tu as un conseil, car pour le moment, je pense prendre un coach en sophrologie ou une sophrologue. Ouais. Pour moi, le sommeil, j'ai jamais vraiment eu de problème, donc je suis désolé, je vais peut-être pas pouvoir te répondre. Par contre, il y a quelques coachés qui m'ont parlé de vidéos gratuites sur YouTube. C'est des méditations pour s'endormir. Et si ça fonctionne pas, moi, je trouve que quand on a un problème, il faut faire appel à un coach, quoi. Donc moi, j'ai plein de coachs. On pourra en parler après, mais j'ai une coach vocale, j'ai une coach scénique, j'ai une coach personnelle. J'ai même une coach de couple, et pourtant je suis marié avec une love coach et on a une thérapeute de couple. En fait, on s'était dit tiens, on va tester juste comme ça et on s'est vu que ça nous a aidé à aller encore mieux parce que bon, on a quand même les bases du couple, mais on s'est dit des choses peut-être qu'on se dirait pas si on était que l'un en face de l'autre. Et en fait, on s'est dit mais ouais, c'est ça. Mais même pas que de dispute, tu vois. Juste, qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre? Et tu te dis, ok, il faut quand même que je me creuse la tête parce qu'il y a la thérapeute de couple X ou Y. Donc, nous, on a trouvé ça trop cool et du coup, on continue. On fait ça une fois par mois comme ça. Donc, ça pour vous dire que le coaching, la sophrologie, après l'hypnothérapie, peu importe. Moi, j'aime bien l'hypnose, donc l'hypnothérapie. Mais ne restez pas. Il y a un truc, il y a un blocage. On souffre et on se dit, ça va changer. Ça va juste empirer. C'est comme on se dit, ok, ouais, je suis bloqué sur mon e-commerce.
je vais pas prendre de coaching avec Aurel et Laura, je vais trouver la solution. 2 ans plus tard, on est au même niveau, voire pire, on a perdu la motivation, on a perdu 2 ans de sa vie, alors qu'on peut se faire accompagner, aider, et la solution, on la trouve. Comment tu fais pour ne jamais abandonner? Personnellement, j'ai trop d'idées dans la tête et j'entreprends beaucoup trop en même temps car le temps passe vite, mais l'épuisement mental arrive vite. Est-ce un manque d'organisation? As-tu des conseils pour ça? Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que quand on a beaucoup de projets, on va diversifier en termes d'énergie aussi. Donc, au lieu de mettre toute notre énergie sur un projet, on va en mettre sur 5 ou 4 ou 3 ou 2 projets. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a pas toutes nos forces. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi se décourager. Personnellement, j'ai beaucoup d'entreprises. Je dois avoir peut-être 110 collaborateurs et donc c'est que des entreprises de coaching, mais je dois en avoir peut-être une quinzaine. Je me suis permis de faire ça parce que la première a fonctionné, puis la deuxième, puis la troisième. J'ai pas fait les 15 d'un coup. Déjà, la première étape, c'est de recentrer. Il y a 3 questions que tu peux te poser. La première, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Sur une note de 1 à 10. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter du succès et notamment financier? De 1 à 10. Donc, est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça va m'apporter du succès? Et puis, le troisième point, c'est est-ce que c'est durable? C'est-à-dire, est-ce que ça va durer sur toute la vie? De 1 à 10. Est-ce que c'est pérenne? Ouais, est-ce que c'est pérenne? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va être durable et qui va m'apporter beaucoup de choses toute ma vie? Et donc, tu te mets une note, tu choisis un projet. Une fois que ce projet marche, boum, t'en fais un deuxième. Une fois que le deuxième, il marche, bim, t'en fais un troisième. Et donc, c'est pas une problématique que d'organisation. C'est que c'est normal, on est tous humains, on a tous envie de faire plein de choses, mais je pense qu'il faut rester concentré sur le projet. Et moi, voilà, je vous le disais, j'ai attaqué le marché russe, ça n'a pas fonctionné. Je suis passé du love coaching au développement personnel. Ça a pris beaucoup de temps maintenant. Aujourd'hui, j'y suis, mais j'ai pris ce temps-là parce que j'avais déjà une bonne base. J'ai pas de pression. Voilà, je gagne ma vie, comme tu disais, Aurel. Je fais mon métier que j'aime, donc j'ai pas besoin de me mettre la pression. Mais si j'étais salarié, et que je n'avais pas d'autre choix, je ferais qu'un projet. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense que c'est. Nous, on a suivi exactement la même stratégie. Après, on n'a pas encore le même nombre de collaborateurs parce que nous, on est une vingtaine et on n'est pas plus de centaines. Mais on a fait exactement la même chose. Au départ, on a commencé par une marque e-commerce. Ensuite, on a lancé une deuxième, mais après. Ensuite, une troisième. Ensuite, on a créé un cabinet de développement de marque. Là, on a accompagné des influenceurs à plusieurs millions à créer leur marque e-commerce. Ensuite, on a créé une plateforme logistique. Ensuite, on a créé le centre de formation. À chaque fois, c'était un à la fois. Ça n'a jamais été tout en même temps. Je pense que dans la vie, une vie, c'est assez longue. On peut faire énormément de choses, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En tout cas, pas à la fois, quoi. Une chose à la fois. Et avant de passer à une autre entreprise, déjà, essayez de structurer celle que vous avez mis en place et qui fonctionne avant d'en créer une nouvelle. Sinon, vous allez vous retrouver sans dessus-dessous. Tout va s'écrouler comme un château de cartes, en fait. Regarde le film Le Fondateur avec Ray Kroc. Voilà, le gars, il s'est lancé, il avait 54 ou 56 ans et il est devenu milliardaire à 60 ans, alors qu'il s'est lancé à 54 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour se lancer, réussir, etc. Donc, là, je suis une fausse croyance, fausse excuse. Il faut viser le monde d'entrée. Moi, je vous déconseille. Je pense que j'ai essayé de vous le dire plusieurs fois. C'est d'abord un projet simple qui apporte les bases et ensuite on grandit. Si je m'étais lancé tout de suite à l'international, j'aurais jamais existé, quoi. Donc, il faut bien voir qu'en fait, c'est petit à petit qu'on va pouvoir évoluer, grandir, se développer. Donc, ça, c'est super important, quoi. C'est exactement la stratégie qu'on propose quand on crée une marque e-commerce. C'est-à-dire qu'on vient se nicher, on vient trouver une seule collection dans notre thématique. Et ensuite, une fois qu'on a notre communauté assez grande, on peut élargir on peut étendre cette collection, on peut ouvrir une deuxième collection en lien avec notre thématique. On peut ouvrir une troisième collection, mais tout ça, ça vient avec le temps et ça vient en fonction de la grandeur de la communauté. En fait, c'est la communauté qui va te dire où est-ce qu'il faudra aller. Et c'est pas toi qui va dire tiens, je vais aller là-dedans ou pas, en fait. Donc vraiment se laisser driver par ça. Il y a les step by step. Si on parle d'Amazon avec le bouquin d'Alex, exactement la même chose. Amazon, quand ils ont démarré, justement, ils vendaient que des bouquins d'une certaine thématique. Ensuite, ils ont élargi à tous les livres de toutes les thématiques. Ensuite, ils ont élargi, ils ont ouvert une nouvelle collection qui était la collection high-tech, toutes les choses pour les PC, les téléphones, etc. Ensuite, ils ont ouvert une collection pour la maison. Ils ont vraiment fait les choses petit à petit. Et maintenant, ils arrivent aujourd'hui à plusieurs millions de produits, dont le livre Écrit ta légende. Exactement. Le plus gros best-seller qu'Amazon n'aura jamais connu, quoi. Je m'étais noté ça aussi parce que c'était une question qui était arrivée. En fait, c'était comment être toujours au top ou comment se rebooster quand on a des moments de doute. En réalité, le premier point, c'est d'accepter les bas.
plus on essaie de refuter le bas, plus on se dit ça va pas, bah, plus le problème il grossit. Donc moi, je me suis dit, bah, j'accepte les phases de bas. Et là, dernièrement, j'ai eu une phase de bas parce que les algorithmes, ils changent. Donc, ça veut dire moins de vues, moins d'abonnés, alors que tu sais pas pourquoi, tu fais toujours la même chose. Et donc, tu te dis, mais c'est pas possible, mais j'en ai marre, mais ils contrôlent le monde, Google, YouTube et tout, tralala. Et puis après, tu te dis, OK, tu sais quoi, je vais laisser passer. Et la manière dont je laisse passer, c'est je me fais plaisir. Je me demande qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça commence toujours par une barre de chocolat. Ça continue avec un bon film pour aller retrouver de l'inspiration. Et puis après, c'est du temps avec ma femme à faire des activités, aller voir un match de basket, aller à une activité qui s'appelle Top Golf. C'est un peu juste de taper dans une balle de golf là et manger des burgers. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Je laisse passer. Par contre, le jour d'après, je me réveille à 5 heures, réglé à la minute près, et je règle le problème. C'est-à-dire que tout à l'heure, voilà, tu disais comment faire quand on a des moments de doute. Bon, bah, tu laisses passer les doutes, ça va arriver. Par contre, le lendemain, tu sais que tu fais plus d'efforts et tu repars dans une dynamique. Et moi, je laisse pas le choix à mon cerveau. C'est pas OK de douter 2 jours d'affilée. Tu peux douter une fois, mais c'est tout. Et donc, quand tu parles justement d'imprévus qui vont s'accumuler, bah, en fait, il n'y a pas d'imprévu. Si tu programmes ta journée, si tu visualises, si tu fais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y a plus d'imprévu. Alors, il y a des moments qui peuvent être difficiles, il y a des moments qui peuvent se passer, mais toi, tu sais que tu vas être focus, tu sais que tu vas faire ce que tu as à faire. Et à ce moment-là, ton cerveau, moi, je pense que je l'ai entraîné. Mais en fait, ce que j'expliquais juste, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un muscle, le cerveau. Donc, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'imprévu. Tout ça, c'est fini. Vous savez ce que vous avez à faire. Une fois qu'on a rechargé les batteries, généralement, c'est suffisant. Nous, en fait, on a la même méthodologie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on partage aussi avec nos membres. Des bas, tout le monde en a. Peut-être encore plus quand tu es entrepreneur, je pense. Mm-hmm. Et c'est normal. Il ne faut pas essayer de les renier. Il faut les surfer. En fait, c'est les hauts, il faut les surfer. Les bas, il faut les surfer. Les bas, on va les surfer le plus court possible. Et le haut, on va essayer de le surfer le plus longtemps possible. Et c'est exactement ça. Donc la méthodologie que tu as donnée avec la barre de chocolat, moi je rejoins ce que dit Alex, c'est vraiment les downs, il faut que ça dure une journée et pas deux en fait. Mm-hmm. Si tu passes une semaine sous la couette, dans le noir, etc., là tu pars en dépression et c'est plus du tout la même chose. Ah, c'est compliqué. Donc, très compliqué. Vraiment très important. Comment gérer la peur de l'échec, ça peut être une question qui peut être intéressante. Ouais, bah écoutez, en fait, la peur de l'échec, on l'a tous. Moi, je pense qu'on doit la contrer par une visualisation. C'est-à-dire vraiment travailler sur soi. Et c'est là où la PNL, l'hypnose, pour moi, m'ont vraiment aidé. Travailler tous les soirs à fermer les yeux, à imaginer comment sera ta vie lorsque tu auras réussi. Qu'est-ce qui va se passer exactement pour toi? Parce que comme le cerveau, il connaît pas la différence entre l'imaginaire et le réel, à partir du moment où tu l'as visualisé, c'est quelque chose qui devient possible. Donc, ça va te rassurer. Il y aura pas d'échec parce que tu sais que tu vas aller là-bas. Ça, c'est exactement ce que tu veux et tu vas faire les efforts pour. Et moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que ça marche vraiment, en fait, ce processus. C'est assez dingue, mais le fait de visualiser quelque chose et de se mettre en marche, tu as, je sais pas, 99,9% de chances de réussir à atteindre cet objectif. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que c'est souvent les peurs qui nous empêchent de passer à l'action parce que on a la sensation de ne pas être à la hauteur. Mais si tu fais de la visualisation tous les soirs, tu vas commencer à croire en toi, tu vas voir les premiers résultats et après, ça déroule, quoi. Ça vient tout seul, vraiment. En plus de la visualisation, est-ce que tu as d'autres exercices par rapport à ça ou est-ce que tu as utilisé des tableaux de visualisation, des affirmations? Bah, moi, ce que j'ai noté, en fait, c'est 3 points. Donc, le premier, c'est la visualisation tous les soirs, comme on le disait, pour visualiser sa journée du lendemain, mais aussi pour soi, c'est-à-dire voir le but à long terme. Moi, je le dis, tu vois, c'est cette visualisation depuis le début, je sais pas pourquoi, mais c'est moi sur scène à Paris-Bercy. Et je sais qu'un jour, j'y serai. Alors là, j'en suis loin. Je vais bientôt me produire au Grand Rex, là, dans une salle avec 500 personnes. Mais Bercy, 15 000, j'en suis un petit peu loin, quoi. Donc, la visualisation, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les affirmations positives. Donc là, c'est juste de contracter le point pour créer un ancrage et se dire, je vais réussir, je suis le meilleur, j'ai toutes les qualités pour. Donc, moi, rien que le fait de contracter le point, j'ai tellement fait d'hypnose avec mon coach que du coup, bah, ça crée une réaction dans mon corps tout entier. C'est un vrai ancrage. Et puis, le troisième point, d'ailleurs, je l'avais noté, faites votre vision board. Faites votre vision board, découpez les magazines, collez tout sur un mur, c'est votre mur. Conseil numéro 1, protégez votre rêve. La plus grosse connerie qu'on fait, c'est de vouloir en parler à sa grand-mère, à ses amis. Regarde, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde nous détruit notre morale par la suite. Donc, ces 3 gros points, c'est vraiment des points de conditionnement de notre cerveau. C'est essentiel. Il faut qu'on le vive. Il faut qu'on le fasse. Moi, j'aime bien parler de mes objectifs, partager mes objectifs, tu vois, publiquement ou même à des gens qui sont justement, je sais qu'ils vont dire c'est impossible ou des choses comme ça, parce que ça va me donner de la force
et ils vont essayer aussi de tout dire, mais non, tu n'y arriveras pas, ou des choses comme ça. Moi, ça me dérange pas parce que je les écoute pas en fait. Mais par contre, je sais, par contre, si tu dis pour quelqu'un qui a déjà une peur de l'échec, là, je pense que je te rejoins à ce niveau-là. Il vaut mieux peut-être pas le protéger. Mais par contre, si on sait, je pense peut-être qu'après c'est avec l'expérience aussi, qu'on sait transformer justement cette négativité en force. Là, moi, en fait, je l'ai transformé en force. C'est pour ça que moi, j'aime bien partager mes objectifs. Et comme ça, voilà, s'il y a des haters ou il y a des gens qui me disent non et j'y crois pas, bah, tout ça, moi, ça vient se transformer en force et j'y vais, quoi. Après, nous, on aime bien aussi mesurer nos objectifs quand on va dire à une personne négative un objectif. Si elle y croit, c'est que l'objectif n'y est pas assez ou il y a un problème quelque part. Par contre, si la personne négative, elle te rit au nez, c'est bon, c'est le bon objectif. C'est validé. Ouais, non, c'est vrai aussi. Ça. On attend le rire. Et quand on rigole, c'est que c'est bon, c'est le bon. Quelles sont tes sources d'inspiration pour renouveler ton offre? Les différents produits que tu vends, peut-être? Moi, on me prend un peu pour un fou sur Internet parce que je continue de coacher à l'heure, entre guillemets. Je suis pas rentré dans le mouvement du high ticket. Je continue de coacher tous les jours et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je me suis aperçu que j'apprends de chaque coaching, tout bêtement. Donc, ce matin, j'avais un coaching et j'ai appris et ça va devenir une formation que je vais créer, que j'avais pas encore créée. Mais si tu es au contact de gens, bah, à un moment donné, tu te rends compte que c'est infini les sujets. C'est infini les besoins dont on a. Tout a déjà été dit ou fait peut-être, mais pas de la même manière que toi, tu vas le créer. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment au travers de mes expériences de coaching et c'est pour ça que j'arrête pas, en fait. Parce que bon, effectivement, j'ai un emploi du temps qui est chargé, je pourrais arrêter. C'est pas sur ça que je vis. Mais en fait, c'est aussi un moyen de rester connecté à ma communauté, de rester connecté à voir ce dont les gens ont besoin pour justement toujours donner le meilleur, en fait. Donc, mon inspiration, elle vient que des personnes que j'accompagne ou des personnes qui suivent mon contenu. Comment gérer les divergences d'opinion sur un projet? En fait, il faut bien considérer que quand même le couple, c'est un socle important et qu'on peut pas se développer si on est en conflit avec notre propre partenaire. Donc, soit on protège son rêve, on en parle un petit peu moins, soit le premier conseil, c'est il faut que la vision, elle s'accorde. Généralement, quand on devient entrepreneur, c'est pas pour soi. C'est pour mettre bien sa famille, ses enfants, c'est pour voyager, c'est pour avoir une vie qui nous ressemble. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est un investissement. Les gens peuvent penser que vous faites rien alors que vous travaillez très, très dur. C'est d'expliquer quelle est ta vision et pourquoi tu le fais. Le pourquoi, c'est un des piliers de mon livre, justement. C'est ça qui fait qu'on peut transmettre un message. Donc, soit on se protège, on n'en parle pas trop et puis une fois qu'on aura du succès, tout va bien se passer. Soit on explique, voilà la vision, voilà ce que je veux faire et voilà ce que j'attends de toi. Je pense que ça peut être super, super important. Si c'était à refaire, que ferais-tu différemment à tes débuts? C'est difficile, Jérém, parce que j'ai réussi. Donc, j'ai réussi à atteindre et surpasser mes objectifs. Quand je me suis lancé, jamais de ma vie, j'aurais pensé accomplir ce que j'ai fait. Il m'a fallu 4 ans pour avoir ma première vente. Et en fait, j'ai fait tout et n'importe quoi. On me demandait tout à l'heure combien j'ai investi. J'avais 5 000 €, ce qui était énorme en 2007. J'ai tout claqué dans un super site internet, la carte de visite, le flyer, le ci, le ça. 0 vente, 0 argent, j'étais foutu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'il y avait un monde qui s'appelle le web marketing. Comment se référencer, comment faire des bonnes pubs. Et donc, j'ai compris qu'en fait, j'étais complètement dans une voie, une voie à l'opposé, quoi. J'étais à contresens de l'autoroute, quoi. Donc voilà, ce que j'aurais voulu faire de mieux, c'est comprendre les enjeux. Parce que moi, je me suis dit, attends, je fais des articles qui sont géniaux. Je faisais pas de vidéo à l'époque, mais je fais du contenu qui est de grande qualité, meilleur que les autres, et on me voit pas. Parce que j'avais pas de connaissances en référencement naturel, parce que j'ai pas de connaissances en marketing web. Donc ça, c'est la chose que je modifierai. Aujourd'hui, je me lance que quand je comprends un marché. Sinon, j'y vais pas. Un autre exercice qui est tout bête, c'est faites la liste des personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Parce que parfois, on aime bien être recroquevillé sur soi-même, mais il y a peut-être un graphiste que vous connaissez, un webmaster, quelqu'un qui sait corriger les fautes de français. Moi, ça a été mon cas. Donc voilà, faites la liste des personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Il faut pas avoir peur. Donc ça, je pense que c'est super, super important. Et justement, vous allez pouvoir aller de l'avant, quoi. Voilà, dans la communauté se lancer, dans la famille, etc., il y a des personnes qui viennent de tous les horizons. Et je pense que voilà, il y a des gens qui sont bons, comme dit Alex, dans l'orthographe, il y a des gens qui sont bons dans le design, il y a des gens qui sont bons dans autre chose. Tout le monde est bon dans au moins une compétence. Et si tout le monde partagerait ses compétences, derrière, en fait, on est un groupe d'entraide et on avance beaucoup plus vite que rester tout seul. Des fois, on va s'entêter sur un problème pendant des heures, alors que finalement, notre voisin, en 5 minutes, il aurait résolu. Donc vraiment... Yes. Ça, c'est puissant. Tellement puissant parce qu'on a notre ego, on est têtu. Excuse-moi, Aurélien, je t'ai coupé, mais ce que tu viens de dire, c'est une telle pépite. Mais vraiment, c'est un truc de dingue, les amis.
C'est trop important. Faites la liste, demandez de l'aide, ne restez pas bloqué. Alors parfois, c'est bien aussi de trouver les solutions par soi-même. Il ne faut pas être assisté entre guillemets, mais n'hésitez pas à faire la liste des personnes sur qui vous pouvez compter parce que ça change tout de savoir qu'il y a du soutien. On n'est pas tout seul, on sait pourquoi on le fait, on sait où on va. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est qu'on travaille, c'est dur, on a envie de lâcher 100 fois, on a envie de lâcher 100 fois. Et puis quand on arrive au but, c'est juste le plus beau moment de notre vie, quoi. Donc ne lâchez pas. Voilà, c'est un peu mon discours aussi, c'est de vous dire ne lâchez pas les amis, c'est puissant. Donc aujourd'hui, voilà, on a vu pas mal de choses pour se remotiver. La routine quotidienne, que faire aussi en cas de down, en cas de mood. Qu'il faut travailler en premier pour soi-même, qu'il faut aussi se payer en premier, qu'il fallait aussi lire très régulièrement, donc Père riche, Père pauvre, écrit ta légende. Visionner sa journée du lendemain, très important, mais aussi de la vision long terme, la vision, le dashboard, le vision board avec les objectifs, avec toute notre vision, etc. Des séances de deep work pour être plus efficace. On apprend à dire non, parce que sinon on n'a plus de temps dans notre agenda et surtout on n'est pas efficace parce qu'on se fait déranger tous les 5 minutes pour des choses qu'on ne voulait pas forcément faire. Pour ça, on peut se justifier, c'est plus simple pour dire non. On met en place des habitudes, on démarre doucement mais sûrement. On peut tout faire dans notre vie, mais pas tout à la fois. Donc on reste focus sur notre projet. Et une fois que ce projet-là est fait, on peut enchaîner un deuxième projet. On liste des personnes qui peuvent nous aider, nous entraider. Enfin, on a vu énormément de choses. Tu parles aussi de rassembler les tâches, d'avaler le crapaud, on n'a pas parlé, mais ça revient à ça. De se démarquer, très important de faire un branding pour se démarquer, etc. Alex nous a partagé énormément de valeur ce soir, donc je pense que un grand merci déjà pour ça, Alex, pour peut-être libérer ton agenda et de ne pas avoir dit non, parce que ton premier conseil ici, c'était de dire non, et là, tu as dit oui. Donc, merci. Je dis jamais non. Je dis jamais non à la famille. Jamais non aux potes et la famille. Donc, comme ça, c'est bon. Est-ce que tu veux nous faire un mot de la fin, Alex, un petit serment ou... Je voulais vraiment vous dire, les amis, s'il vous plaît, croyez en vous, battez-vous pour vos rêves. Ça, c'est important. Ne lâchez pas. Il y aura des embûches, mais vous le voyez, c'est aussi un parcours qui est hyper agréable. On en parle souvent. On ne vient pas d'un milieu plus favorisé que le vôtre. On n'est pas mieux que vous. On n'est pas plus intelligent que vous. Ça marche, ça fonctionne. Donc, allez-y, foncez. Et puis, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin, là, on le dit en rigolant avec le bouquin, etc. Mais faites-vous accompagner par Aurel, par Laura. Assurez-vous de pas avoir cet ego. Il faut savoir demander de l'aide aussi. Donc, moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner et d'aller tout déchirer parce que c'est possible. Aurel, Laura, merci d'avoir pensé à moi aussi. C'est pas fini, mais je veux juste vous remercier parce que on partage les mêmes valeurs. Je pense que vous le sentez aussi dans le groupe, mais Aurel et Laura, c'est extraordinaire. C'est des personnes à grand cœur, des personnes productives. Ils sont venus à Miami et ils n'ont pas vu Miami, ils ont bossé. Et ça, je comprends pas. Chez Alex, on a bossé. C'est grave. Enfin, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et merci surtout à Alex. Et merci Alex. Franchement, quand vous voulez, merci à vous, ça me touche beaucoup. C'était puissant, j'ai adoré. Donc, les amis, maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'aller de l'avant. On passe à l'action en masse. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui nous fait avancer vers nos objectifs. On y va à fond, on n'a pas peur. Let's go. Ciao les amis, ciao, bisous. À la prochaine.